Bonjour, avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un placement de produit Apple. Ce qui suit est simplement une documentation d'un des plus grands moments de l'histoire de la concurrence depuis une dizaine d'années. C'est tout simplement fascinant, alors assurez-vous que vous êtes confortablement installé pour la suite. Sortez le popcorn et préparez-vous à apprendre un ou deux trucs. Il semble que tout le monde déteste Apple de nos jours, et il y a une raison pour ça. Récemment, ils ont fait en sorte que leurs produits ne puissent pas être réparés. Ils ont augmenté les prix de leurs produits et accessoires de façon ridicule. Et ils exercent un contrôle excessif. Mais et si Apple faisait véritablement avancer le secteur et stimuler la concurrence ? Il se peut que ce soit le cas. Les téléphones et les ordinateurs ne sont en général pas comparables en termes de puissance. Ce sont deux mondes différents. En 2012, si on comparait les deux pour voir si un téléphone pouvait remplacer un PC, la vitesse à laquelle la puissance du téléphone s'améliorait d'année en année m'était absolument incroyable pour l'époque. La principale différence entre téléphone et ordinateur, c'est qu'ils utilisent différents types de processeurs. Les téléphones utilisent un processeur appelé ARM, tandis que les ordinateurs de bureau utilisent généralement un autre type appelé x86. Comme Intel par exemple. ARM est un design plus simple que x86, ce qui le rend plus efficace. Mais x86 permettait à la base de faire plus, mais ça a changé. Ces dernières années, nos téléphones sont devenus beaucoup plus rapides que les ordinateurs ne le sont. Une question se pose. Que se passe-t-il lorsque les puces de nos téléphones se rapprochent de la puissance des ordinateurs portables et de bureau ? Et si vous preniez les performances et l'efficacité incroyable d'une puce de mobile et que vous la mettiez dans un ordinateur portable, lui donnant accès à une batterie plus grande et plus de stockage? Il se passe alors des choses que beaucoup pensaient impossibles. Je ne l'ai pas branché pendant 4 jours, ce qui représente un peu plus de 10 heures d'utilisation, et il me restait encore 17%. L'affichage est fluide, sans surprise, et même l'ouverture et la fermeture de certaines grosses applications comme Chrome et Lightroom sont tout aussi rapides. Voire plus que sur mon ordinateur, ce qui est dingue. Une sensation de réactivité globale incroyable. Ok, regardez-moi ça. Dans la version Windows, il y avait énormément de lag lors des déplacements et tout le reste. Et ici c'est extrêmement fluide, et c'est le modèle de base de MacBook Air sans ventilateur. Ces M1 Mac sont en train de changer le futur du hardware tel que nous le connaissons. Et ils changent tout. Le nouveau MacBook et la puce M1 qui l'alimente ont donné naissance à une puce économe en énergie, mais aussi puissante que certains processeurs d'ordinateurs fixes. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un Mac ordinaire. La puce M1 représente l'aboutissement d'une décennie de travail, avec un changement radical dans l'industrie de l'informatique grand public. À première vue, mettre une puce mobile dans un ordinateur, le plus vendu d'Apple, semble vraiment stupide. Mais si l'on regarde de plus près, c'est logique. Comme vous le verrez plus tard, il s'agit en fait d'un cas classique de rupture tel que défini par Clay Christensen en 1997. Comment a fait Apple ? Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui porte sur le parcours complet d'Apple jusqu'à présent. Vous verrez également comment le PDG d'Intel a refusé de travailler sur l'iPhone et a commis l'une des plus grandes erreurs de l'histoire de la technologie. Pour vraiment comprendre ce qu'Apple a fait, nous devons d'abord faire un tour dans le passé. Les unités centrales de traitement, CPU, aussi appelées processeurs, sont le cerveau des ordinateurs. Ils effectuent des milliards de calculs par seconde pour faire fonctionner nos appareils. Les processeurs fonctionnent grâce à ce qu'on appelle des instructions. Ce sont les minuscules données de base qui indiquent à nos ordinateurs ce qu'ils doivent faire. Par exemple, additionner ces deux nombres, trouver ce nombre dans la mémoire, ce genre de choses. Lorsque vous regroupez ces commandes, on appelle ça un jeu d'instructions. Ce qui fait toute la différence dans cette guerre entre les processeurs des téléphones portables et ceux des ordinateurs de bureau, ce sont les variations dans ces jeux d'instructions. Depuis sa fondation en 1968 par Robert Noyce et Gordon Moore, Intel a le monopole des processeurs d'ordinateurs grand public. Ils ont acquis le nom x86 après qu'une série de puces populaires à la fin des années 70 et début des années 80 se soit terminée par le numéro 86. Le design du jeu d'instructions x86 continuera de dominer l'industrie. À partir des années 80, les fabricants de puces commencèrent à ajouter des instructions de plus en plus compliquées, pour être perçues comme meilleures par les acheteurs naïfs. Au fil du temps, le trop-plein d'instructions ralentissent les fonctionnalités de la puce. L'espace matériel précieux et limité de la puce était occupé par des instructions superflues qui n'étaient pratiquement jamais utilisées par le reste du système. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, en 1983, une société du nom de Acorn Computer
décida d'emprunter un chemin différent au lieu de rendre les choses de plus en plus compliquées. Pourquoi ne pas adopter un processus plus simple? Ce mode de pensée était appelé RISC, jeu d'instruction informatique simplifié, en opposition au CISC, jeu d'instruction informatique complexe, des sociétés comme Intel. Certains disent que la technologie RISC est l'avenir, d'autres que RISC est une technologie appartenant au passé. Qu'est-ce que notre expert en pense? Eh bien Stuart, la gamme actuelle de PC IBM est basée sur le processeur appelé 8086, avec un design assez complexe. RISC nous donne donc un nouveau point de départ. On peut dire, voici un jeu d'instruction plus simple, plus rapide, avec moins d'espace codé. En parlant de RISC, est-ce une philosophie de cette façon de concevoir un design de machine, un jeu d'instruction spécifique? C'est effectivement une philosophie ou un style en tout cas qui diffère selon ce que vous essayez de faire. L'idée principale est de ne pas ajouter de complexité à la machine, à moins que ce ne soit utile à l'utilisation qu'on en fait. De là est né le projet Acorn RISC Machine, autrement dit ARM. C'était la naissance du type de puce qui sera utilisé dans tous nos smartphones au cours des prochaines décennies. Dans cet épisode, par souci de simplicité, nous appellerons simplement les puces RISC, processeurs simplifiés ARM, et les puces CISC, des processeurs complexes Intel. Lors du développement de la première puce ARM, pendant les tests, quelque chose d'assez inattendu s'est produit. Ici, le professeur Steven Fuber parle de la façon dont il a lancé le projet ARM. Alors que nous nous attaquions à la conception de ARM, nous ne nous attendions pas vraiment à réussir déjà. D'abord, nous pensions que cette idée de RISC était tellement évidente que la grande industrie s'en emparait en nous piétinant au passage. On s'est lancé dans ce projet en pensant qu'on allait découvrir pourquoi ce n'était qu'une mauvaise idée. Mais on n'a rencontré aucun obstacle. Nous avons continué d'avancer à tâtons et finalement nous avions une puce ARM parfaitement fonctionnelle entre nos mains. Ce n'était pas lors du premier jour, je crois, mais quelques jours plus tard, nous avons décidé qu'il valait mieux mesurer la consommation d'énergie. J'ai donc allumé la puce ARM avant de lancer quelques codes. J'ai regardé l'ampèremètre et il affichait 0. Je savais que nous avions conçu une puce à faible consommation d'énergie, ce qui était assez remarquable. Et il s'est avéré que je n'avais pas bien connecté l'alimentation de l'ampèremètre. Donc aucun courant ne passait dans l'ampèremètre, mais la puce fonctionnait toujours. Alors ça veut dire que non seulement vous n'avez pas connecté l'ampèremètre, mais vous n'aviez pas non plus connecté la puce à l'alimentation électrique. Oui, la puce n'était connectée à aucune source d'énergie électrique. Et pourtant, elle marchait. En 1985, ils avaient leur premier protocole, et en 1987, le premier ordinateur basé sur ARM fut produit, Acorn Archimède. À partir de là, ARM accorda des licences à d'autres fabricants pour qu'ils puissent en concevoir à leur tour. Au début, c'était pratique d'avoir des ordinateurs à faible consommation d'énergie, mais ça n'avait pas forcément d'intérêt pour les ordinateurs de bureau. Mais lorsque les appareils informatiques portables ont commencé à faire leur apparition, ARM est devenu le premier choix et a été utilisé dans tout, aussi bien dans les téléphones Nokia que dans ceux d'Ericsson. Alors pourquoi ces puces ARM sont-elles si efficaces ? Les processeurs d'ordinateurs sont mesurés en gigahertz, ce qui signifie en cycles d'horloge par seconde. Le processeur simplifié comme ceux d'ARM feront en général une instruction simple par cycle d'horloge, alors que les puces des ordinateurs de bureau utilisent parfois plusieurs cycles pour exécuter une instruction complexe. Cela signifie une plus grande consommation d'énergie, une efficacité réduite et une plus grande production de chaleur. Multipliez cela par des centaines de millions de fois par seconde et le problème devient évident. Avec certains processeurs de bureau, certaines instructions complexes peuvent prendre une douzaine de cycles d'horloge ou plus avant d'être exécutées. Pourtant, contrairement à la croyance populaire, ces deux types de processeurs étaient prospères dans les années 1990. Au début, les jeux d'instructions simples étaient très utiles pour l'ingénierie et le graphisme, à tel point que les ordinateurs utilisant cette technologie ont permis de créer des films tels que Jurassic Park, Toy Story et d'autres. Les processeurs à instructions simplifiées ont également été utilisés dans la puce graphique 3D de la Nintendo 64 et d'autres consoles de jeux à l'époque. Mais le marché des ordinateurs de bureau appartenait bien à Intel. Ce symbole à l'extérieur indique qu'à l'intérieur vous héritez de la crème de la technologie, le processeur Intel Pentium dernière génération de puissance compatible. Voici Intel, l'ordinateur à l'intérieur. En 1991, Apple, IBM et Motorola ont uni leurs forces pour créer la puce PowerPC. Il est intéressant de noter que le PowerPC était une puce de bureau, mais qui utilisait des jeux d'instructions simples. Apple les intégra avec fierté dans ses ordinateurs au cours des années 90. Le processeur ARM à instructions simples connut un essor considérable sous la forme d'un iPod en 2001.
L'utilisation de la puce ARM par Apple pour l'iPod permit une montée en popularité d'ARM et des appareils portatifs, des téléphones mobiles en passant par les lecteurs MP3. En 2002, il y avait 1 milliard de puces et d'appareils ARM malgré l'utilisation de processeurs simplifiés et d'appareils portables. La collaboration d'Apple avec IBM et Motorola pour PowerPC ne se passait pas très bien.